Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous pouvez bouger, lever les mains, c'est bon? Très bien. Je suis vraiment heureux de vous voir aujourd'hui. Je vais vous parler de DataIQ et avant d'en parler moi-même, je vais donner la parole à quelques-uns de nos utilisateurs en usine. Donc normalement, on a une petite vidéo et forcément, on va voir si ça fonctionne. En tant que technicien qualité, notre cœur de métier, c'est la résolution de problèmes. Pour ce faire, on doit collecter de plus en plus d'informations avec un volume de plus en plus important. Grâce à DataIQ, on doit pouvoir réduire ce temps pour analyser ces données et ainsi simplifier notre analyse pour que notre cœur de métier soit les actions correctives et de progrès. En tant que data scientist de l'équipe centrale, DataIQ m'offre la possibilité de partager rapidement mes analyses, mes modèles et même mes applications avec les équipes basées dans les usines. Et ça me permet d'accélérer le processus itératif et donc de répondre plus vite aux besoins des utilisateurs. W Olsztynie w TC2 wykorzystaliśmy DataIQ do analizy zużycia oleju hydraulicznego na pracach wulkanizacyjnych. Przeanalizowaliśmy piki 2- i 12-sekundowe w ostatnich 6 miesiącach. Był to zakres około 16 milionów danych. Analiza tych danych pozwoli nam zatrzymać niepotrzebną inwestycję. Gracias a DataIQ, nuestros análisis de datos pasan a otro nivel. Nos aporta todo un conjunto de herramientas mucho más potentes de las que disponíamos hasta su llegada. Tenemos flujos que cogen datos del Datastore, de Py y otras fuentes, que cruzamos, preprocesamos y ejecutamos complejos análisis en Python que podemos explotar directamente en DataIQ o actualizar un informe en MicroStrategy para ayudar en la toma de decisiones. DataIQ nos ha permitido ganar flexibilidad en la preparación de datos y rapidez en la etapa de exploración de modelos de Machine Learning. También nos aporta reactividad, ya que podemos trabajar con información extraída directamente de los sistemas que os generan, sin intermediarios, para luego compartirlos de forma sencilla, rápida y cómoda. Here at the Waterville facility, we are working on width variation reduction on one of our extruders, using DataIQ to help improve our quality. DataIQ makes it easy to bring Pi data into the platform using its built-in Pi system plugin. DataIQ isn't limited to just Pi data. We here at Waterville have also connected to our local databases as well as the FDW for even more data sources and for data analytics. DataIQ allows us to leverage the power of Python as well as our statistical programming languages. We here at Waterville are also exploring using DataIQ for our uniformity analytics using the R programming language, using it to access our data in a very simplistic and easy format. We're very excited to be using DataIQ here at Waterville. Et voilà en guise d'introduction. J'espère que vous m'entendez toujours et que le son n'est pas ni trop fort ni trop faible. Donc je m'appelle Mathieu, j'ai l'honneur et la chance de travailler à la direction industrielle du groupe Michelin depuis une douzaine d'années dans le groupe et je suis product owner de la partie transformation industrie 4.0. Aujourd'hui on va voir comment on métamorphose nos industries de manière très concrète en démocratisant l'IA dans nos usines. Je vais vous présenter un petit peu notre direction, nos enjeux. Un peu également aussi, ça peut en intéresser pour quelques clients de DataIQ, notre relation avec DataIQ, d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Et puis on va s'attarder ensuite sur notre modèle opératoire qui combine deux approches, une approche centrale vers locale et puis locale vers locale. Et puis enfin quelques exemples et puis j'aurai plaisir à la fin à prendre quelques questions si vous le souhaitez. Donc la direction industrielle du groupe Michelin, c'est déjà d'abord et avant tout des hommes et des femmes, c'est 80 000 personnes qui travaillent dans nos usines sur 125 000 personnes qui travaillent dans le groupe. Ils ont l'un des 422 métiers différents. Alors on a bien sûr data analyst, data engineer, data manager, on a des techniciens qualité, techniciens maintenance, opérateurs de production, etc., etc. On gère un parc de plus de 10 000 machines, avec des machines qui peuvent être très grandes et d'autres qui sont plus petites, sur 85 sites industriels dans 19 pays. Et notre production annuelle, elle est de 3,3 millions de tonnes de produits finis, soit l'équivalent de 330 Tour Eiffel.
Et on a des produits de différentes tailles. Alors bien sûr, on fait essentiellement du pneumatique, même si on a, comme l'a dit Caso ce matin, une volonté de se diversifier sur d'autres marchés. Les pneumatiques, vous pensez bien sûr au secteur automobile, mais également au secteur du transport routier, à l'aviation, au génie civil, etc. Là, je vais vous partager les enjeux de notre direction industrielle et les contributions de la transformation Industrie 4.0. Les enjeux, en fait, on peut les résumer en 3 volets, people, profit et planète. Donc l'enjeu humain, c'est déjà une perte de compétences et d'attractivité pour les métiers de l'industrie, qui peut être criant dans certains bassins d'emploi nous concernant. Et la contribution de l'Industrie 4.0 là-dedans, c'est de donner les moyens à nos employés d'être responsables en prenant des décisions et en étant acteurs en fait, de la performance de leur outil industriel, en s'appuyant sur l'intelligence collective et sur les données. L'enjeu ensuite, d'un point de vue profit et environnement concurrentiel, c'est que l'environnement est de plus en plus un VUCA, un volatile, incertain, sujet aux crises. On a des crises en permanence, notamment côté de notre supply chain. Et la contribution de l'Industrie 4.0, notre transformation digitale, c'est de renforcer l'agilité de notre outil industriel en lui permettant de s'adapter aux conditions et aux aléas, aux dérives, etc. Et enfin, l'enjeu planète, c'est un enjeu où on va de plus en plus vers des exigences réglementaires complexes, une transition aussi vers des produits durables. Ça va nous obliger à sans cesse réindustrialiser, donc reconcevoir et développer et qualifier des nouveaux produits. Et on travaille avec de la matière qui est la matière essentiellement vivante, le caoutchouc qui vient de l'EVA, avec une dispersion des propriétés physico-chimiques et mécaniques qui est considérable. Et plus on va aller vers des produits biosourcés, et plus il va falloir qu'on puisse se baser sur des données pour pouvoir qualifier nos produits au juste nécessaire avec des matières premières durables. On a un 4e enjeu aussi, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, vous le verrez dans 2-3 slides. Je vous laisse réfléchir à quel pourrait être l'enjeu de notre transformation digitale au sein de l'industrie. Et avant ça, on va parler un peu de notre relation avec DataIQ. Alors, notre relation, elle démarre de manière balbutiante en 2020. On a des premiers essais, notamment au sein de notre centre de R&D de Clermont-Ferrand, où on emploie 3300 personnes, le plus grand bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes privé. Et donc en 2020, on essaye DataIQ aux US et puis dans ce centre de recherche à Clermont-Ferrand. 2021, on commence également à retenir DataIQ pour des proof of concept, des POC, donc proof of concept, sur l'analyse avancée et la maintenance prédictive pour nos usines. Et puis on l'envisage aussi comme outil pour notre R&D centrale. Et puis tout s'accélère aux années 2022 et cette année. 2022, on l'utilise dans d'autres domaines. On fait des datatons aussi, on est très content. Je crois qu'il y a Nathan qui est ici de DataIQ qui nous avait aidé et accompagné en 2022 pour effectuer un dataton avec les équipes ingénierie sur la maîtrise procédé. Et en 2023, premier go live, je reviendrai parce que je vous expliquerai un peu ce qui se cache derrière la maintenance prédictive là, en usine. Et en 2023, on a formé 6 de nos usines qui sont ce qu'on appelle des usines leader digital, ULD, usines leader digital, qui sont nos usines en fait tête de pont de notre transformation digitale. On en a en France, en Pologne, en Chine, aux US, aux États-Unis et forcément j'en ai oublié une, je crois que c'est à Valladolid, donc en Espagne. On a commencé en mars avec une usine qui est basée en Bourgogne à Blanzy. Et en août, fin août, on a formé toutes les 6 usines en fait, à DataIQ. Donc notre relation avec DataIQ, donc elle prend plusieurs volets. Donc j'en ai parlé les datatons sur le site pour évangéliser en fait concrètement quel est l'intérêt d'utiliser DataIQ et l'analyse avancée. Donc on en a eu en octobre 2022, en septembre 2023 sur différents procédés avec les équipes d'ingénierie centrale. On a les onboarding des usines leader digital, donc les 6 usines dont j'ai parlé, avec à peu près 95 personnes utilisateurs formés à l'outil DataIQ et un support hebdomadaire qui se met en place aussi. Donc tous les mercredis, on a des supports des data scientists de DataIQ. Un support au déploiement de l'infrastructure. Donc je vous l'ai dit, moi je fais partie de la direction industrielle. On travaille main dans la main avec les directions informatiques et on a aujourd'hui DataIQ qui est installé dans 19 de nos usines en on-prem, donc sur des serveurs qui sont gérés par notre personnel. Et on a aussi plusieurs instances sur Azure, donc sur le cloud de Microsoft. Je suis assez fier aussi des équipes de la direction informatique pour le maintien en conditions opérationnelles qui s'appuie bien sûr sur l'expertise de DataIQ avec une upgrade policy, donc avec une gestion des mises à jour de DataIQ. Aujourd'hui, à date, on a la version 12.2.2. Je crois que qu'elle date du 25 septembre de cette année. Donc, on est en mi-novembre. On est quand même
on a des capacités d'automatisation pour intégrer en fait toutes les nouvelles versions de Dataiku sur l'intégralité de nos sites. Et le dernier point, ça fait un peu écho à ce que vous a présenté certainement Sophie précédemment. On fait du co-développement avec Dataiku. Un co-développement qui est plutôt abouti et mature et utilisé en production, qui est un plugin de collecte pour collecter les données de paille Osisoft Aveva, qui est un logiciel du commerce que je pense les industriels connaissent, qui permet de capter les données machines en série temporelle. Donc voilà, les capteurs de température, de pression, etc. Donc ça, on arrive à connecter paille avec Dataiku et à récupérer ces données dans Dataiku. Et le deuxième co-développement qu'on est en train de faire, et je remercie les équipes de Dataiku et puis des équipes aussi comme Jean-Laurent ici présent chez nous qui travaillent sur ce co-développement, c'est une solution, en fait, une web app, Dataiku app, enfin il y a plusieurs modules, pour rechercher les paramètres qui influencent la qualité de notre production. Donc on produit, alors ça peut être des pneus ou des produits semi-finis, qu'est-ce qui influe sur leur qualité ? Est-ce que c'est la température, le réglage de telle ou telle machine, etc. Ça, on est en train de le développer et de le rendre accessible. Le but, c'est de le démocratiser, de le rendre accessible à plus d'utilisateurs. Je vous l'ai dit, il y avait un quatrième enjeu, ou plutôt l'enjeu de notre transformation digitale. Notre enjeu, c'est clairement de mettre à l'échelle les gains qu'on apporte par l'IA sur nos 85 sites industriels. C'est vraiment là-dessus en fait, qu'on aura des gains. On a des usines tête de pont avec des personnes brillantes qui arrivent à créer des usages. La question, c'est comment on va aborder et décaler en fait, la performance sur des usines qui n'ont pas la possibilité d'avoir une armée de data scientists, de data analysts in situ. Donc pour répondre à cet enjeu, donc de mettre à l'échelle les gains apportés par l'IA, on se base sur un modèle opératoire. Je pense que ça fait écho à pas mal de discussions qu'on a eues ce matin en plénière. Je crois qu'il y avait des collègues de Technip ou autres qui avaient à peu près la même chose. On a une approche combinée, centrale to local, ce qui est en haut, et local for local, ce qui est en bas. Donc si on prend l'approche du central vers le local, on a une direction industrielle centrale qui délivre, en lien avec les métiers et la direction informatique, des datasets qualifiés, donc des datasets qualifiés, et des produits digitaux à fort enjeu. Ils vont s'appuyer ensuite sur les 6 usines leaders digitales et leurs équipes digitales pour aider les usines à intégrer ces produits digitaux centraux et pour les supporter. Et ensuite, on va déployer sur l'intégralité des 85 sites industriels. Et on va plutôt s'adresser là à des utilisateurs métiers qui ne vont pas être donc des utilisateurs data analystes ou autres, mais qui vont plutôt être donc des énergéticiens, des qualiticiens, des gens de maintenance, et qui vont prendre des décisions basées sur ces données grâce aux produits digitaux pré-packagés en fait. Ça, c'est la première approche. Encore une fois, on va plutôt aller chercher des forts enjeux. L'autre boucle, on va dire, local for local, là, c'est plutôt, ça part des sites. Et on va avoir des équipes digitales sites qui sont responsabilisées pour s'approprier Dataiku, pour analyser leurs données. Elles vont être coachées, supportées, conseillées par les équipes des usines leaders digitales, des ULD. Et puis, ce qu'on va avoir en centrale, par contre, parce que vous allez forcément me dire que c'est du Shadow IT. Alors, ce n'est pas du Shadow IT. Ce qu'on va avoir en centrale, c'est on va avoir rafraîchi tous les jours, quotidiennement, le portefeuille de toutes les initiatives avec tout simplement le listing de tous les projets qui sont faits dans toutes les instances de Dataiku dans notre vingtaine d'usines. Avec ça, on va pouvoir voir s'il y a plusieurs usines qui travaillent sur les mêmes sujets, s'ils ont besoin d'aide sur certains sujets ou non, et puis s'il y a des datasets qu'on peut réutiliser. Alors, on n'en est encore qu'au début, mais l'idée, c'est bien d'avoir une communauté d'usage. Et puis, on s'appuie sur des outils après de communautés classiques, un Yammer ou autre, pour partager les bonnes pratiques, etc. Et donc là, dans ce rôle-là, les équipes digitales centrales et métiers, elles animent des communautés, elles aident, et puis potentiellement, elles industrialisent des bonnes idées. Si par exemple, on veut travailler par exemple, sur la qualité de telle partie du produit ou sur la consommation énergétique dans nos usines, tout le monde va essayer des choses, toutes les usines vont essayer des choses, et ensuite nous, on va l'industrialiser pour pouvoir ensuite avoir la boucle qu'on voit en haut. C'est peut-être un peu théorique, donc on va rentrer dans le concret. Ici, c'est un exemple d'un projet modulaire central qu'on a poussé sur une de nos usines qui produit des pneus à très très forte valeur ajoutée, qui est basée à Clermont-Ferrand, sur un procédé très spécifique. Et là, on va faire de la maintenance prédictive. Donc, on analyse en fait des fichiers de machines. Donc des montées en température, montées en pression, etc. On va les collecter, on va les analyser en temps réel
Et on va fournir ensuite, à travers une web app et puis à travers aussi une connexion au logiciel de gestion de la maintenance, des alertes aux techniciens maintenance. En fait. Donc les techniciens maintenance, ils vont voir finalement, bah voilà, cette machine, attention, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, elle va commencer à dériver. Alors, elle est déjà en train de commencer à dériver et bientôt, il va falloir la réparer, sinon elle va commencer à faire des produits non conformes. On a énormément de gains là-dessus. Donc je le dis, depuis février, on est en go live à Clermont-Ferrand. On l'a déjà déployé dans 2 autres usines. Et l'idée derrière ça, c'est que c'est des projets par contre qui s'appuient en fait sur des connaissances. C'est pas magique. Il y avait un PhD, un data scientist qui a travaillé là-dessus pendant quelques années en fait, avant que ça soit vraiment utilisable et que ça donne des résultats très satisfaisants, quoi. Un autre exemple qu'on peut avoir, et là aussi vous voyez, c'est pas si simple que ça en termes de flow DataIQ, c'est le fait de créer la généalogie du produit. On a une industrie de process qui est très intégrée. On produit notre gomme, nos mélanges de caoutchouc, etc. Nos produits intermédiaires, promis semi-finis. Et ensuite, quand on a en face de soi un pneumatique, ça peut être compliqué de savoir sur quelle machine on a tiré la gomme, sur quelle machine on a fait les résines synthétiques, etc. Et donc, on vient recréer cette généalogie produit. Et basé là-dessus, ça nous permet de voir quels sont les paramètres influençant la qualité de nos produits et de les mettre sous contrôle, tout simplement. Ici, alors, je suis confus, c'est en anglais, mais on ne va pas de toute façon rentrer dans le détail. C'est quelques exemples de projets donc, qui sont potentiellement, on va dire, entre guillemets, un peu plus accessibles. Encore que, on a des orfèvres aussi, data scientists en usine. Voilà, donc on a des exemples de sujets sur lesquels l'apport du central, des équipes industrielles centrales, est minime. C'est-à-dire on coach, on forme, on anime la communauté, et ensuite c'est les équipes data en usine qui vont travailler sur ces produits. Donc on a avec une partie computer vision sur certains produits, où là on va entraîner un modèle de computer vision. Celui en haut à gauche, donc c'est plutôt, je crois, à Greenville, en Caroline du Sud, aux États-Unis. On a des sujets aussi de maintenance prédictive. Alors c'est très lié souvent à la maintenance et à la qualité. Voilà, quelques exemples. Et enfin, peut-être les défis restants, on en voit 3 catégories. Le premier, on en a parlé beaucoup ce matin, de renforcer la gouvernance projet et data, c'est-à-dire de permettre la mise à l'échelle de projets développés en local, donc avec un processus d'industrialisation par des équipes plutôt teintées système d'information, de permettre la réutilisation de jeux de données qualifiés qui s'enrichissent au cours du temps aussi, comment on qualifie un jeu de données. Et enfin, on a parlé aussi un peu d'IA de confiance ce matin, comment on ajuste le modèle de support et le processus d'homologation par rapport à la criticité des modèles. Il y a des fois des prises de décision, en fait, si le modèle n'est pas forcément complètement verrouillé, c'est pas si critique que ça, donc il faut alléger le processus d'homologation. Deuxième point, c'est d'accélérer la création de projets en bottom-up, donc animer les communautés de pratique, renforcer le citizen dev grâce à une ergonomie et un modèle de licensing facilitant. Donc là, on travaille avec les équipes de DataIQ là-dessus pour justement voir comment on peut accompagner l'usage en fait dans nos usines avec des personnes qui vont utiliser DataIQ, et entretenir la dynamique d'adoption bottom-up en favorisant la création de valeur et puis l'usage au plus près du terrain. Et enfin, le dernier point aussi, c'est de transformer nos processus autour de produits digitaux. Là, on voit que ça commence à bouillonner. On a énormément de gains déjà créés grâce à l'utilisation de DataIQ. L'idée ensuite, c'est comment on capitalise et comment on met la cale, comme les industriels qu'on est, en fait, pour justement transformer tous ces dashboards, ces modèles, ces prédictions en outils métiers qui sont utilisés au quotidien et qui transforment nos processus. Donc ça, c'est le point. Et enfin, le dernier aussi, je l'ai dit, on est très content des travaux en cours. Là, il ne faut pas s'arrêter là sur le co-développement en cours avec DataIQ. Donc, un des challenges, ça va être aussi de déployer l'usage, la formation, la documentation, le change sur ces développements. Et c'est fini pour la présentation. Et je vous remercie. Et puis, je suis disponible si vous avez des questions. Merci.